Donc, bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à tous pour ce sprint 67 qui a commencé le 24 juin et qui se termine aujourd'hui le 6 septembre. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Donc, c'est le sprint de rentrée. Et donc, on va vous présenter ce qu'on a fait pendant cette longue période. En préambule, je vous annonce qu'en fait, il y a eu la création d'un service dédié à la mesure des usages. Avant, on était juste en mode projet. Maintenant, nous avons un service qui nous est dédié. Donc, ça va, je pense, pas transformer nos pratiques, mais je pense que ça va nous amener surtout de la visibilité, aussi bien en interne qu'en externe. Et je pense qu'on va en avoir besoin dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Voilà. Sinon, les points clés du sprint, on va vous reparler encore du moissonnage sushi, donc la collecte des données d'usage auprès des éditeurs. Donc, on l'a fait pour le premier semestre, puisque les vacances sont passées. Premier semestre 2023, donc il est à la disposition des établissements dans leurs espaces Counter. On va parler encore un gros point sur EasyMesure avec les déploiements en version développement de tout ce sur quoi on travaille, le travail de fond, la migration du modèle de données en mode relationnel. On parlera aussi d'Easy Report parce qu'on travaille toujours dessus. On évalue son fonctionnement, on travaille les interfaces d'administration. Il y aura un chapitre dédié à ça. Voilà. Et donc là, je passe la main à Fred. Bonjour à tous. Donc, on va parler de l'animation de la communauté et on va parler du moissonnage justement pour commencer. Le moissonnage donc des données Counter 5, ça a été fait cet été par DUM. Sur les tableaux de bord maintenant donc des établissements donc qui ont un espace éditeur, on trouve le premier semestre 2023 sur l'ensemble des 4 rapports disponibles par Counter 5. Voilà. En marge de ça, au mois de juin, fin juin, on a aussi chargé donc dans les espaces éditeurs des établissements un nouveau tableau de bord, un tableau de bord qui s'appelle l'évolution pluriannuelle de l'open access pour les plateformes Elsevier et Springer. Pourquoi on a fait ça? Parce que en amont, on avait fait donc une rétrospective de moissonnage donc des données Counter 5 entre 2019 et 2022. Donc, c'était la première étape donc d'une longue rétrospective qui aura lieu par la suite donc pour l'ensemble des points d'accès. Donc, ça va se faire progressivement. Au départ, c'était fait pour les espaces négociation. Et donc, là, on a mis à disposition donc des établissements ce moissonnage donc de ces 4 années et un tableau de bord qui va avec, donc qui permet de voir cette évolution donc de la part des accès payants et gratuits des abonnements Counter 5. Alors, on l'a présenté lors d'un webinaire le vendredi 30 juin de 11 h à 11 h 45 et on a programmé donc une nouvelle présentation de ce tableau de bord lundi 11 septembre. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, dans le blog, on a aussi publié certains articles pendant l'été, notamment un article sur un middleware, donc un petit programme annexe à EasyParse qui permet donc de faire de l'enrichissement. Et cet enrichissement, c'est sur le parseur de la plateforme NCBA et donc qui permet maintenant d'avoir l'enrichissement, donc les titres et les ISSN grâce à un identifiant propriétaire de la plateforme. Et c'est Léo qui a fait ce middleware et du coup, on en a fait un article pour expliquer pourquoi et comment il fonctionnait et comment on l'intégrait dans les traitements d'EasyParse. Et puis, à côté de ça, on a aussi fait du nettoyage dans le blog. On a désactivé les articles qui étaient obsolètes et on a mis à jour des articles qui étaient sur des fonctionnalités qui ont évolué, notamment je pense à l'extension EasyLogger qui permet de tester donc les parseurs sur un navigateur.
cette extension qui était développée par Yannick, eh bien, il a fait une mise à jour pour faciliter la lecture donc, des informations, que ce soit les paramètres ou l'analyse. Et donc, on a mis à jour ces articles. Voilà. Et puis, les quelques chiffres, ben, c'est Dom qui va s'y coller et qui va expliquer un petit peu les chiffres qu'on affiche sur l'écran. Oui, donc bon, c'est bien connu, j'aime bien les chiffres. Donc cette fois-ci, on vous présente des chiffres, donc dans la partie haute, des chiffres sur le sprint en lui-même. Donc on a passé 16 semaines pour faire ce qu'on a fait, là, ce dont on va vous parler. Donc bon, c'est long parce que c'est la période des vacances. Donc période des vacances, on est plutôt désynchrone au niveau des développeurs, etc. Donc on en profite aussi pour faire du travail comment dire, du jardinage, je dirais, voilà, autour du projet. On a réalisé 78 cartes, donc ça c'était quand j'ai fait le slide. Je suis pas sûr que ça soit exactement ça, on en a fait peut-être un petit peu plus. Donc là, pour montrer qu'en fait on change un petit peu de fonctionnement, il nous reste 125 cartes Trello à faire, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez remarqué depuis plusieurs sprints, on n'est plus en Scrum pur, c'est-à-dire que le à faire n'est pas vide. Quand on fait la sprint review, le à faire, il y a toujours des choses dedans, donc on est plutôt en mode Kanban et notre règle, c'est de limiter le en cours. Et donc, on n'a pas plus d'une douzaine de cartes dans le en cours, de manière à gérer quand même notre progression de façon raisonnable et à montrer que les choses avancent. Dans la partie du bas, c'est ce qu'on a fait, mais qui peut potentiellement un peu plus vous intéresser. Donc, on a moissonné au niveau Easy Counter 122 établissements. On a aussi proposé, enfin sauvegardé 49 tableaux de bord génériques. Et donc c'est en fait une fonctionnalité dont va vous parler Fred et puis Léo. Enfin vont vous parler Fred et Léo, parce que en fait on utilise une fonctionnalité qui consiste à proposer des génériques, des tableaux de bord génériques qu'on peut ensuite redistribuer dans des espaces, dans différents types d'espaces, et donc dans la perspective aussi de Readmetrics, ça nous permettra de proposer des choses génériques qui pourront être redistribuées dans des instances Readmetrics. Et puis le chiffre, c'est 1,5, c'est on a moissonné tout 2022 plus tout le premier semestre pour tous les établissements enfin pour les établissements qui ont rempli leur endpoint sushi, donc les plateformes de type Elsevier, etc. Donc il y a une année complète. Sachant que la dernière fois, je vous avais présenté, il y avait 5 ans, parce que en fait, dans le cadre de certains endpoints, on moissonne la rétrospective, et c'est quelque chose qui aura lieu encore dans l'avenir. Donc voilà pour les chiffres. Ok, du coup, on va attaquer tout ce qui est travail de fond sur ce sprint-là. Et avant tout, donc petite remise en contexte rapide avec une slide toute droite sortie du micro-ondes de la dernière revue. Donc pour rappel, EasyMeasure est déployé sur 3 environnements différents. Donc à savoir l'environnement de production, c'est les EasyMeasure que vous utilisez quotidiennement, hein, tout simplement. On a un environnement d'intégration qui nous permet de tester les features qui sont prêtes à être déployées, mais qu'il faut qu'on teste avant dans un environnement similaire à la prod. Et on a un environnement de développement qui nous sert à tester tout le travail en cours. Et notamment, c'est cette machine, ce sont ces machines qui nous servent à montrer aux représentants utilisateurs de l'équipe, donc à savoir principalement Fred ici, les évolutions en cours. Donc on a des petites réunions tous les lundis pour montrer où en sont les développements, et pour que ensuite Fred puisse tester tout ceci, enfin Fred, entre autres, que les gens de l'équipe, mais principalement les fonctionnels, puissent tester les fonctionnalités en question sur une machine. Et donc justement, cette machine a permis à Fred de tester un certain nombre de choses, dont l'interface d'Easy Report, ce dont il va parler d'ailleurs dans la foulée.
merci Yannick. Oui, donc c'est un petit peu une immersion pour moi dans cette interface qui est donc en développement actuellement et qui est développée par Tom. C'est un travail de longue haleine. Euh, Actuellement, on a un système de reporting dans EasyMeasure qui fonctionne très bien, mais qui a ses limites. Et eh bien, Tom travaille carrément sur un changement radical, hein, on peut le dire, de ce système de reporting, avec une amélioration graphique, bien sûr, au final, et puis une meilleure gestion des rapports, justement, et des périodicités d'envoi. Et tout ça, donc, ça a besoin donc d'une interface. Et cette interface, je l'ai testée. Cette interface qui permet actuellement, donc en machine de développement, de créer des modèles. Comme pour les tableaux génériques qu'on vous présente régulièrement, eh bien, on va pouvoir, avec cette interface, créer des modèles génériques de reporting qui pourront être envoyés aussi bien pour les services internes de l'INIS comme BIPCNRS, Omeka, Doranum, mais aussi pour tous les établissements qui pourront utiliser à la fois ces modèles comme les tableaux génériques avec des mises à jour qui seront régulières dessus, ou alors s'approprier des modèles et puis les adapter à leur usage personnel. Donc, ça sera assez souple comme utilisation. Mais cette interface, on doit s'immerger dedans pour pouvoir créer au départ les premiers modèles. Voilà, donc eh ben, j'ai travaillé en binôme avec Tom. Et puis, donc, on a créé donc ces modèles. Vous voyez, donc, c'est quelques exemples pour créer un Markdown. On peut créer donc des rapports avec une définition du nombre de pages de ces rapports, avec les placements donc des visualisations qu'on souhaite mettre en place dans ces pages. Donc, on peut créer aussi bien une visu jusqu'à 4 visualisations par page. Et puis, au final, quand le modèle est créé, eh bien, on peut créer la tâche de reporting et avec la périodicité et puis les adresses mail qui vont être en destinataire de ces envois. Et puis, donc, quand on a fait tout ça, donc on a ces modèles et ces tâches de reporting, eh bien, ensuite, on a un résultat que je vais vous montrer si j'y arrive à scroller. Voilà, non, j'étais trop loin, pardon. J'ai un petit problème avec ma souris. Voilà. Donc voilà le résultat. Donc eh bien actuellement c'est en phase de développement, donc c'est pas encore finalisé, mais vous pouvez constater que enfin ceux qui ont l'habitude de recevoir des rapports hebdomadaires BIPCNRS ou même mensuels, eh bien on travaille sur une autre technologie qui fait que les graphiques sont de meilleure qualité et pourront s'intégrer encore plus facilement dans des rapports que vous pourrez faire vous-même et envoyer à des destinataires. Voilà, donc eh bien, on en reparlera de toute façon au fur et à mesure. Et puis, je vais laisser Tom aussi prendre le relais pour expliquer un petit peu son travail sur la machine de développement. Que lors de ce sprint, j'ai surtout essayé d'améliorer l'interface d'Easy Report sur la machine de développement au maximum pour une meilleure accessibilité, corriger les nombreux problèmes qu'il y avait et simplifier histoire que ce soit plus lisible, tout en rajoutant un petit peu des nouvelles fonctionnalités. Là, par exemple, j'ai mis l'évolution entre la SR65, donc il y a 2 sprints, et ce qu'il y a actuellement sur la machine de développement. On voit que l'affichage n'est pas du tout dans le même agencement, qu'il y a des nouveaux boutons. Notamment, si on passe à la slide d'après, il y a un bouton de duplication pour dupliquer un rapport, pardon, et l'envoyer par exemple à d'autres destinataires ou qui tournent non pas une fois par jour, mais une fois par mois, etc., etc. On a aussi travaillé sur un meilleur support du Markdown qu'on va voir à la slide d'après. Voilà. Euh, dans les rapports, puisque dans les premières versions d'Easy Report, il y avait un support sommaire du Markdown pour principalement du texte. Maintenant, il y a plus d'éléments qui sont supportés, notamment les liens, les listes, les images, etc., etc. Il y a moins de problèmes d'affichage aussi. On a fait une bibliothèque à part, un peu séparée d'Easy Report et d'Easy Measure, afin que d'autres projets puissent l'utiliser pour eux aussi faire du Markdown dans des PDF. Et on en a profité pour faire les premiers pas dans de la CD et de la CI, donc du déploiement continu et de l'intégration continue, avec les GitHub Actions pour générer les notes de changement, les déploiements automatiques, etc., etc.
Et aussi, on a travaillé sur un mode d'emploi d'EasyReport qui comporte une quarantaine de slides parce que c'était plus simple pour faire des dessins dessus. Et c'est tenu à jour et c'est là pour expliquer comment créer un modèle, comment créer un rapport. Pour l'instant, de manière interne, il y aura probablement des webinaires, des tutoriels sur le blog, etc. pour l'expliquer mieux que simplement une série d'images à peine compréhensibles. Mais ça avance côté Easy Report. Et côté Easy Mesure aussi, ça avance. Et je vais laisser la main à Yannick pour qu'il parle de la migration vers le modèle relationnel. Tout à fait. Donc, on va passer au deuxième gros morceau du côté d'EasyMesure, donc à savoir la migration vers le modèle relationnel dont on vous parle déjà depuis plusieurs sprints. Et en préambule de ça, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un petit peu des étapes de comment que ça se passe exactement, ce gros travail de fond qui a débuté depuis un moment maintenant. Il faut savoir que c'est un peu un genre de boucle avec plus ou moins 5 étapes régulières. Donc déjà, en premier lieu, on conçoit le modèle lui-même, le modèle relationnel. Donc on conçoit le schéma de la base de données qui donne ce gros machin, ce gros tas de tables que vous voyez à votre droite. Et donc, comment je dirais, on le conçoit et on l'adapte si jamais on se rend compte que dans la réalité du terrain, il y a des choses qui ne sont pas forcément réalistes et qui doivent être adaptées, ce qui arrive régulièrement pour le moment. Et une fois que ce schéma est conçu, on va passer à la partie implémentation donc dans l'API d'EasyMesure, donc pour l'implémentation purement technique, sans interface. Et donc ça va être représenté principalement par déjà l'implémentation côté serveur, mais aussi la documentation technique. Donc ce que vous voyez quand vous allez dans la partie API d'EasyMesure, vous tombez sur une page comme celle que vous voyez ici, avec un énorme tas de choses que l'on peut faire pour causer avec le serveur. Et donc c'est cette partie qui est la documentation de tout ce qu'on peut faire avec l'API d'EasyMesure. Et une fois que les features sont implémentées et documentées à cet endroit-là, on passe à la partie des tests des features pour lesquelles je vais laisser Léo parler. Oui, alors bonjour à tous. Donc de mon côté, j'ai réalisé des tests sur les fonctionnalités qui sont sur la liste à puces. Donc, ce sont des fonctionnalités auxquelles il y a eu un changement avec la nouvelle architecture. Et donc on a fait ces tests pour garantir la migration et éviter la régression des fonctionnalités qui existaient déjà. Donc cependant, il y a quand même un point de test qui n'a pas été fait, c'est la partie moissonnage. Et du coup, c'est un travail qui va y avoir lieu au cours des prochains sprints. Je souligne le fait que EasyMesure manquait un peu de tests jusqu'ici et que c'est un gros travail qui a été abattu par Léo hein, sur ces derniers sprints hein, pour rattraper le retard en matière de tests sur EasyMesure. Et donc, une fois que les tests sont faits du côté de l'API d'EasyMesure, qu'on sait que l'API fonctionne correctement, on conçoit les interfaces qui vont vous permettre de les utiliser depuis le site donc EasyMesure. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc à cet endroit-là, depuis le début de cette migration, l'interface d'EasyMesure a pas mal évolué, des pages qui ont été modifiées, pas mal de nouveaux éléments, pas mal de choses qui ont bougé et qui pour le moment sont, je rappelle, en développement. Et donc ces nouvelles pages, ces nouvelles interfaces, une fois qu'elles sont conçues, une fois qu'elles sont implémentées, on passe à la validation. Et là, on reboucle avec ce que je disais avant. On met tout ceci sur la machine de développement. On présente ça d'abord en équipe restreinte et on laisse nos fonctionnels s'amuser avec la machine de développement et nous faire remonter en amont le plus rapidement possible tout ce qui, on va dire, pourrait poser problème, notamment pour éviter les erreurs d'interface comme celle que vous voyez à droite, qui est du coup quelque chose qui est entre guillemets fonctionnel, mais qui n'est pas forcément très clair. Donc, ce petit préambule étant terminé, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah,
Excuse-moi, Yannick. Ah, autant pour moi. Je Donc suis je rendu. disais, ce petit préambule étant terminé, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors déjà, donc sur la machine de développement, toujours je précise, on a maintenant le support des sous-établissements. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que les administrateurs pourront à terme déclarer des sous-établissements pour générer des structures organisationnelles qui vont nous permettre de beaucoup plus facilement nous y retrouver dans nos établissements partenaires. Et ce qui, mine de rien, est un cas qu'on croise de plus en plus souvent et qui est d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs notre propre utilisateur de cette feature puisque le CNRS, enfin l'INIST CNRS, est lui-même composé de sous-organisations comme par exemple Listex, Panist ou encore Click and Read. Donc ça va nous permettre, pour le moment, ça n'a pas d'incidence en termes de droit, c'est-à-dire que les établissements et les sous-établissements restent complètement indépendants, complètement séparés, mais nous, ça va nous permettre beaucoup plus facilement de repérer les établissements qui sont regroupés dans une même structure. Oui, effectivement. Donc de manière un poil plus anecdotique, nous avons une nouvelle page qui permettra aux administrateurs de, comment je pourrais dire, de visualiser et d'éditer beaucoup plus rapidement les différentes composantes qui sont associées à un établissement. Parce que depuis la migration, les établissements ont maintenant pas mal de choses qui leur sont associées. On peut gérer des identifiants sushi, des membres, des sous-établissements. On peut leur attribuer des espaces. On peut leur attribuer des entrepôts de données pour dire à quels endroits ils ont le droit de stocker des données. Ça commence à faire beaucoup de choses. Et donc, on a mis en place une petite page qui va permettre de condenser un petit peu tout ça pour que les administrateurs puissent gérer ça de manière rapide. Et enfin, dernier morceau, et non des moindres, nous sommes sur la dernière ligne droite en matière au niveau de la migration, c'est-à-dire qu'on a migré le système de moissonnage vers donc le nouveau modèle relationnel. Donc, pour le moment, le fonctionnement lui-même du système de moissonnage reste peu ou prou le même, mais nous avons déjà en développement une feature qui va pas mal changer les choses, à savoir, donc jusqu'ici, on mettait à disposition une matrice de moissonnage globale dans le blog de manière périodique. Et depuis cette migration, nous avons la possibilité d'avoir à tout moment l'état du moissonnage pour un endpoint donné, pour un établissement donné. Ce qui fait que à terme, vous n'aurez plus besoin d'aller regarder dans le blog pour récupérer la dernière matrice en date, pour aller chercher ensuite filtrer par votre établissement tout ça. Vous pourrez regarder directement dans votre page de gestion des identifiants sushi, prendre l'identifiant qui vous intéresse et à partir de là, vous pourrez voir votre matrice personnalisée directement pour voir si tout a bien été moissonné ou pas. Donc voilà. Donc, tu as mis un exemple justement de test que tu as fait sur la plateforme Brill. Ah oui, effectivement, tu fais bien de le préciser. L'exemple en capture que vous voyez, c'est un exemple qui a été fait sur la machine de développement. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'état du moissonnage de la plateforme Brill avec nos identifiants CNRS pour un moissonnage qui a été fait de 2023, de janvier 2023 à août 2023. Et on voit bien ici que tout s'est bien passé jusqu'à juillet. Sauf que comme on a lancé ce moissonnage en août, on voit que sur le dernier mois, comme on était dans un mois qui n'était pas terminé, eh bien l'endpoint nous a répondu on voit bien que ça n'a pas marché parce que les données n'étaient pas présentes. Et donc, je vais reprendre la main et donc on va parler maintenant d'un nouveau chantier qu'on vient de débuter durant ce sprint. C'est celui de l'évolution des frameworks utilisés dans nos interfaces.
Donc, il faut savoir que si ce n'est toutes nos interfaces utilisent le framework Vue dans sa version 2. Cependant, Vue il a sorti une version 3 en 2020 qui a introduit de gros changements dans les frameworks qui en dépendent, notamment Vitify et Linux dans notre cas. Et Vue 2 va être en fin de vie le 31 décembre 2023, ce qui veut dire qu'il ne recevra plus de mise à jour, ce qui inclut qu'avec l'évolution des navigateurs, certaines fonctionnalités ne pourraient plus être disponibles et donc nuire à l'expérience utilisateur. Donc d'ici combien d'années, 5, 2 à 5 ans, ça va dépendre. Et donc ces mises à jour, elles vont nous permettre d'éviter d'accumuler une trop grosse dette technique, mais également de continuer de vous proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités. Et sur la slide suivante, Je suis désolé, j'ai un problème avec la souris, alors des fois ça bloque. Et je n'arrive pas avec les donc flèches. bah après je peux vite fait continuer. Voilà. Voilà. Donc on a commencé ce travail d'évolution de nos interfaces web et j'ai déjà mis à jour notre page d'accueil et EasyUnPaywall en version 3. Et donc c'est déployé sur nos machines de développement. Et donc on les passera en production prochainement. Et un point intéressant, c'est qu'il faut savoir que toutes nos interfaces web sont structurées de la même manière au niveau de l'affichage. Donc si vous connaissez EasyMeasure, EasyParse, Analogic, ou même EasyUnPaywall, vous voyez de quoi je parle. Et donc pour faciliter la migration, l'évolution, pour gagner du temps, j'ai réalisé un template qui va contenir un squelette de ces interfaces de type EasyTeam avec toutes les dépendances que nous utilisons. Et donc ce template il va nous faire gagner beaucoup de temps pour mettre à jour les autres applications. Et donc on va passer à la suite sur les nouvelles fonctionnalités. Et c'est Yannick qui va enchaîner. Alors, donc retour de la slide réchauffée. Donc cette fois-ci, les choses dont on va vous parler, ça se passe au niveau de la production déjà. Première chose, donc on a essayé de clarifier comment je pourrais dire, l'affichage du bouton de fin de saisie sushi. Donc il faut savoir que actuellement, quand on vous demande de saisir vos identifiants sushi, on imagine que vous entrez dans un genre de session de saisie qui peut durer un certain temps, parce que bon, évidemment, c'est assez long de récupérer tous ces identifiants, d'aller bien vérifier que c'est les bons, de les saisir, tout ça. Il y a des établissements qui en ont en plus pas mal. Donc on part du principe que quand vous avez terminé de saisir pour une journée, vous n'avez pas forcément tout terminé de saisir. Donc c'est une session qui dure un certain temps. Et comme le moissonnage actuellement est lancé manuellement, donc on a besoin de savoir quand la saisie est réellement terminée pour ne pas avoir à relancer les moissons 3 jours plus tard, alors que bah, on pensait que c'était terminé. Donc c'est ça donc l'importance de ce bouton de fin de saisie. Et le souci, c'est que jusqu'ici, le bouton n'était pas forcément très clair, ce qui fait qu'on avait un certain nombre de clics intempestifs, on va dire, dessus, ce qui de notre côté induisait également un peu de flou artistique sur est-ce que cet établissement, il faut qu'on le moissonne, est-ce qu'il a bien terminé ou pas, ou est-ce que c'est une mauvaise compréhension. Donc maintenant, on a essayé de dissocier le bouton de l'état de la saisie, entre guillemets. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez sur la capture du haut, vous avez un établissement qui a terminé sa saisie. On a bien d'un côté, donc du côté gauche, un petit encart qui dit où on en est. Donc là, la saisie a été terminée le 9 mai. Et le bouton qui est à droite, du coup, il est bien clair. Si on clique dessus, c'est qu'on annonce bien qu'on reprend notre saisie sushi. Et à l'inverse, en dessous, on a un établissement qui est en train de rentrer ses identifiants. Donc on voit bien le saisi en cours à gauche et à droite le bouton qui est bien valider mes identifiants. Donc là, on sait bien que quand on va cliquer sur ce bouton, on déclare bien que c'est terminé et que de notre côté, on peut démarrer le moissonnage. Voilà, donc on espère que ce changement un peu subtil de l'interface va entraîner un peu moins de confusion par rapport à l'utilisation de ce bouton. Alors, je reprends la main. Donc, tout à l'heure, donc Guillaume, il a évoqué justement les tableaux génériques
Eh bien, les tableaux génériques, on en a créé plusieurs sortes. On a créé des tableaux génériques eh bien, pour les espaces EasyParse et pour les espaces éditeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre établissement rentre dans le dispositif EasyMesure et que soit vous avez un traitement de log qui est fait par le logiciel EasyParse ou alors du moissonnage suite à la saisie des identifiants Sushi Counter 5, eh bien, à un moment donné, on vous crée un espace ou deux. Et dans ces espaces, eh bien, c'est des espaces qui ne sont pas vides, justement, puisqu'on va charger plusieurs tableaux, des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux génériques, les tableaux génériques EasyParse ou les tableaux génériques Counter 5 éditeur. Dans la partie EasyParse, c'est bien, ces tableaux existent depuis déjà un petit moment eh bien, ils évoluent et donc on modifie ces tableaux pour agrémenter eh bien, les visualisations d'informations supplémentaires ou alors suite à des modifications de version de Kibana. Donc, ces tableaux génériques, eh bien, nous, dans la partie administration de ces tableaux, à la création et à la mise à jour, on va leur apposer ce qu'on appelle des tags pour permettre à l'utilisateur de savoir qu'il a bien la dernière version donc, de ces tableaux de bord. Donc, actuellement, eh bien, on a mis à jour les tableaux EasyParse puisqu'on a fait quelques modifications dessus. Et maintenant, on n'a plus la notion de version sur ces tableaux puisque potentiellement, eh bien, ils peuvent changer et donc on vous demande, et on en parle souvent dans les supports mutualisés, de ne pas travailler directement dans ces modèles de tableaux, mais d'en faire une copie ou de les renommer et par exemple, de changer les dates et par exemple mettre l'année 2022 ou 2023 et les enregistrer avec une année pour justement garder ces modèles génériques et qui seront potentiellement écrasés quand on fera une mise à jour. Et donc voilà, c'est pour donc vous informer que ces tableaux sont disponibles dans votre espace EasyParse. Et puis Léo a travaillé aussi dessus, ce qui a permis justement de sauvegarder ces tableaux. Donc les tags que j'ai évoqués tout à l'heure, eh bien je vous les montre en détail ici. On voit les tableaux EasyParse avec par exemple quand c'est un tableau qui a été fait pour le service Omeka, on a attribué le tag Omeka et validé, puisque les tableaux génériques, on sauvegarde à la fois les tableaux génériques et les tableaux qui peuvent être pour des services internes. Et puis, dans le cas des tableaux Counter 5, eh bien, on a un ou plusieurs tags, notamment comme exemple, on voit les tableaux qui ont été faits pour les négociations et on voit donc qu'il y a un tag négociation, un tag de la plateforme éditeur et donc tous ces tableaux ont été sauvegardés par Léo et il va vous expliquer un petit peu comment il a fait en machine de production. Et oui, et ben c'est très simple pour sauvegarder des tableaux de bord, on utilise la commande ZA. Donc on va récupérer les tableaux de bord que l'on veut par espace. Donc ça va nous générer un fichier JSON que l'on va sauvegarder sur GitHub. Et avec la commande ZA, on peut également réimporter ces tableaux de bord qui sont sauvegardés dans GitHub dans les espaces EasyMesure. Donc, on voit ici en bas à droite de la slide. Et dans GitHub, vous pouvez voir que on crée des répertoires, hein, donc de répertoires de tableaux de bord avec, eh bien, que ce soit par exemple pour le SGBU, que ce soit pour EasyParse ou pour les négos. Donc, tous ces tableaux sont bien rangés et permettent d'avoir une pérennité pour réutiliser ces tableaux et d'avoir au moins une sauvegarde à un instant T de ces tableaux de bord. Eh bien, on arrive à la fin déjà de la sprint et on va vous donner les prochains rendez-vous. La sprint SR68 aura lieu le mercredi 18 octobre de 14h30 à 15h30, toujours en distanciel avec Zoom. On a 2 réunions GTI avec Jacqueline Gillet et toute l'équipe des membres du groupe GTI le 2 octobre 2023 en distanciel et une réunion qui est prévue le 27 novembre à Paris en présentiel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un webinaire qui est prévu lundi 11 septembre, donc de 14h à 14h45, pour vous présenter le tableau que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le tableau pluriannuel
open access qui a été chargé dans tous les espaces éditeurs. Pour les supports mutualisés, on a aussi 2 supports qui sont prévus au mois de septembre. On en a un aussi le lundi 11 septembre de 10h à 11h30 pour nos collègues qui souhaitent prendre en main les tableaux de bord génériques. Et ça peut être aussi comme on appelle ça une piqûre de rappel. Donc même si vous avez déjà participé dernièrement à ce support, vous pouvez toujours vous inscrire et on peut voir ensemble justement les points qui vous paraissent un peu délicats dans la prise en main de ces tableaux de bord génériques. Et puis le 25 septembre, ce sera plus axé sur la personnalisation des tableaux de bord, avec en plus dans ce support un retour d'expérience. Donc pour les personnes qui auront déjà participé à cette session, ils pourront y participer en expliquant un petit peu comment quelle politique de mesure d'usage ils ont mis en place dans leur établissement, comment ils ont personnalisé leur tableau, parce que je pense que ça peut intéresser justement tous les collègues qui y participent. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous avez déjà participé, il n'y a pas de souci. On sait qu'après les grandes vacances, on a toujours du mal, on a toujours l'impression qu'on redémarre à zéro. Donc, je vois Jacqueline qui hoche la tête. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, Jacqueline, ça me fera un plaisir de te revoir. Et puis, voilà, donc on arrive à la fin de cette sprint review.